Bonsoir à tout le monde. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous allons débuter sous peu. D'accord. Euh, Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça, Ndao, le secrétaire général de DCPA Côte d'Ivoire, et j'aurai le plaisir d'animer cette session. Avant toute chose, merci à chacun et à chacune d'avoir pris le temps de vous connecter. Donc, votre présence témoigne de l'intérêt que vous avez, que vous portez pour cet événement. Sans plus attendre, nous allons démarrer. Dans un monde, en termes d'introduction, dans un monde portuaire en pleine mutation, marqué par la croissance des flux, la pression environnementale et la nécessité de coopération entre acteurs privés et publics, l'optimisation des processus métiers devient une priorité stratégique. Le business process représente bien plus qu'un simple outil de modélisation. C'est une approche structurante qui permet d'analyser, piloter et automatiser le flux de travail, tout en intégrant des enjeux tels que l'interopérabilité, la conformité réglementaire et la performance opérationnelle. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment le business process management peut s'adapter aux réalités du monde portuaire, quels en sont les leviers concrets et comment des acteurs de terrain l'ont mis en œuvre avec succès. Nous aurons le privilège d'accueillir aujourd'hui Madame Mariam Bonoba, Business Process Lead, qui partagera son expertise, des retours d'expérience concrets et des pistes de réflexion applicables sur le terrain. Avant cela, nous allons présenter un peu notre communauté. La, la communauté s'appelle 2EBA Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est que la 2EBA Côte d'Ivoire? 2EBA Côte d'Ivoire est une communauté qui réunit des professionnels, des experts engagés dans l'innovation, la digitalisation et la performance. Notre objectif est de favoriser le partage d'expériences, mettre en lumière des initiatives inspirantes et créer des passerelles entre les différents métiers et acteurs du secteur. 2EBA Côte d'Ivoire a été créée en 2019 et notre affiliation à 2EBA Global a été faite en 2020. Nous avons en 2025 5 années d'existence et en 5 années, la communauté a 31 membres actifs officiels, plus de 90 membres volontaires, plus de 30 membres formés à la business analyst et 2 membres certifiés. Comment devenir membre à 2IBA? Déjà se connecter sur la plateforme Monde via le lien 2IBA.org. Créer un compte et créer son abonnement qui coûte 55 $. Et une fois que l'enregistrement a été effectué, vous serez rattaché à 2EBA Chapter Côte d'Ivoire en fonction de votre localité. Pourquoi adhérer à 2EBA? Vous aurez accès aux normes et guides mondialement reconnus,
Vous aurez accès à un réseautage et une communauté d'experts. Vous aurez accès à des ressources et webinaires. Vous aurez également aussi accès à des outils de développement de carrière et de recherche de job mondial. Vous aussi, également, vous aurez des remises sur certaines certifications. D'abord, une information. Avant de commencer, quelques rappels. Ce webinaire durera 60 minutes, donc 1 heure de temps. Vous pourrez poser vos questions à tout moment via le chat. Et une session de questions-réponses est prévue à la fin. Mais il est également possible de poser des questions à tout moment. Merci encore à toutes et à tous pour votre présence. Je vous souhaite une excellente session, riche en échanges et en enseignements. Et sans plus attendre, je cède la parole à Ibrahim. Pour cette introduction, bonsoir, rebonsoir à tous. Je suis Sila Ibrahim et vous m'entendez bien déjà? Oui, Ok, donc c'est moi qui ai la lourde charge et l'honneur de faire le modérateur de ce talk du mois de mai. Et ce soir, nous allons plonger dans un sujet à la fois passionnant et stratégique. Et je suis certain que vous êtes impatient de rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de commencer, il me faut vous présenter celle qui nous a fait l'amitié d'être notre invitée aujourd'hui. Il s'agit de Mariam Nouba, architecte de transformation portuaire en Afrique. Quand on est des infrastructures portuaires en Afrique, le nom de Mariam Nouba s'impose naturellement. Avec 14 années d'expérience à la croisée des chemins entre la technologie, la logistique et la stratégie opérationnelle, Mariam incarne une nouvelle génération de leaders africains, visionnaires et ancrés dans l'action. Ingénieure de formation, diplômée d'un master MIAGE en informatique, elle débute sa carrière dans le développement des systèmes d'information. Et très vite, elle dit sa capacité à comprendre les enjeux complexes des environnements industriels et logistiques. Et cette double compétence technique et stratégique devient sa signature. De la France à la Côte d'Ivoire, en passant par de nombreux pays africains, d'Asie et des Caraïbes, Myriam a piloté des projets de transformation majeurs pour des acteurs clés du secteur portuaire, notamment au sein de Bolloré Africa Logistique et Africa Global Logistique. Elle a dirigé le déploiement de systèmes critiques, de la facturation à la gestion des flux de conteneurs, tout en accompagnant les équipes locales dans la montée en compétences et l'appropriation du changement. Mais au-delà des systèmes, c'est la transformation humaine et organisationnelle qui anime Mariam. Elle croit fermement que la réussite d'un projet ne repose pas uniquement sur la technologie, mais sur la capacité à fédérer, à écouter et à anticiper. Son leadership, à la fois exigeant et bienveillant, lui permet de créer des dynamiques collectives puissantes, mais même dans des contextes les plus complexes. Aujourd'hui, en tant que Business Process Manager Lead de Africa Global Logistique, AGL, elle pilote la refonte du processus métier à l'échelle de la direction claire. Fait des ports africains un hub moderne, efficace, de, de gastronomie et de danse. Myriam est aussi une femme profondément ancrée, enracinée dans sa culture, ouverte sur le monde et résolument tournée vers l'avenir. J'espère que j'ai été fidèle à la présentation, Myriam.
S'il y a des éléments que j'ai loupés, n'hésite pas voilà, à le signaler. C'est déjà pas mal, Ibrahim. Je rougis. C'est déjà pas mal. Comme on dit, quel atalakou. Et c'est peu de dire, c'est peu de dire. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer le talk. Et je rappelle que le format de ce billet talk est informel, comme le disait Ismaël. Nous souhaitons que ce soit un véritable échange sans prise de tête. Et donc, on a préparé quelques questions que nous allons soumettre à notre invitée. Et je pense qu'elle va se faire le plaisir de nous éclairer comme elle peut. Vous pourrez aussi également poser vos questions dans le chat. Il y a aussi, il n'y aura pas vraiment de séance de questions-réponses, hein. Donc, ce sera les questions que vous allez poser au fur et à mesure de l'échange. Voilà. Donc, c'est ça, ça doit être juste un dialogue, voilà, entre nous. Si vous avez des questions, pendant qu'elle est en train de parler, vous pouvez poser la question dans le chat. On se fera le relais pour reposer la question, pour laisser à Myriam le temps de répondre. C'est clair, on peut démarrer. Ok. Merci, Ibrahim. Merci, Ibrahim. Ok. Pas de souci. Donc, pour commencer, à définir déjà, avoir un rappel ou une définition de ce que c'est que le business process management, en quoi cette discipline apporte de la valeur concrète aux entreprises. Ok. Merci, Ibrahim, et bonsoir à tout le monde. Merci d'être là ce soir, malgré les occupations, j'imagine, et les longues journées de travail que nous avons. Donc, je vais tâcher en tout cas de répondre à toutes vos questions. Je ferai de mon mieux, donc n'hésitez surtout pas à m'arrêter quand c'est trop rapide, si vous ne m'entendez pas très bien, donc n'hésitez surtout pas. Et toutes les questions, bien sûr, sont les bienvenues. Donc, la BPM, un si grand mot. En français, on va parler de gestion des processus métiers. Donc, BPM, Business Process Management. Je dirais que c'est une discipline ou un métier ou une activité qui vise à analyser, modéliser, améliorer et piloter des processus d'une organisation autour de plusieurs missions. Le BPM aura pour mission de construire, maintenir des processus opérationnels, c'est-à-dire que dans une organisation, lorsque tu fais appel à un BPM, c'est parce que tu souhaites qu'il t'accompagne dans une meilleure compréhension de ton activité, donc de tes processus, et il doit également t'aider au-delà de la compréhension à les formaliser. Et quand je parle de formalisation, il s'agit de dire quels sont les acteurs de ce processus-là, dans quel contexte on applique ce processus-là, quels sont les éléments d'entrée qu'on a pour ce processus en particulier, et derrière, les impacts ou les risques liés à ce processus-là. Donc, lorsqu'on aide à les construire, il faut aussi les maintenir. C'est comme de l'audit. Lorsqu'on met en place des contrôles, lorsqu'on met en place des outils, il faut les contrôler, s'assurer que dans le temps, ils sont toujours fonctionnels. Ensuite, le BPM va également être à l'écoute des besoins de son client. Et quand je parle de client, ça peut être un client interne comme un client externe. Prenons le cas du client en interne. Le client en interne peut demain se lever et dire OK, je souhaite mettre en place telle nouvelle procédure ou tel nouveau processus. Mais je ne sais pas comment le mettre en place, je n'arrive pas ou je sais comment le mettre en œuvre de manière manuelle, on va entre guillemets, mais derrière, j'aimerais bien que ce processus soit couvert par mon système. Et dans ce cas-là, le BPM va lui dire, bah écoute, malheureusement ou fort heureusement, ton outil peut t'aider à couvrir ton processus. Et si l'outil ne le couvre pas, le BPM, donc étant à l'écoute de son client interne, va être capable de formaliser ce besoin-là, le retranscrire pour le transmettre à une équipe technique pour que ce besoin-là soit pris en compte dans un système. Donc, il y a un développement qui va se faire et derrière, le BPM va s'assurer que ce développement qui va être réalisé par un éditeur ou par une DSI va répondre aux problématiques du métier. Et ensuite, lorsque ce développement est terminé et que l'éditeur ou la DSI le met à disposition, le BPM doit accompagner le client interne à le tester,
à le recéter, entre guillemets, faire la validation fonctionnelle de ce développement-là et bien sûr l'accompagner à la mise en production. Donc, vous voyez clairement que le BPM peut être à l'origine du besoin avec le client interne dans la définition du processus, la définition du besoin et derrière la retranscription de ce besoin-là dans un système, tout simplement. Après, derrière, le BPM devra également aussi intervenir sur le volet organisationnel. Donc, au-delà de mettre en place un processus et un système, il doit être capable également d'accompagner dans la mise en place d'une organisation qui est optimale, qui est solide et qui est, entre guillemets, sécurisée. Quand je parle de sécuriser, c'est que derrière, on va mettre en place un système. Ce système, il y aura des utilisateurs qui seront derrière ces systèmes-là. Il va falloir répartir les accès à ce système-là, d'où le volet sécurité. Ensuite, intervenir dans la structure organisationnelle. La structure organisationnelle, orienter le management à mettre en place, disons, un organigramme qui tient la route. Donc ça, c'est vraiment le volet humain, sans oublier dans le volet humain, un élément très, très important, c'est la formation. La formation. On aura beau mettre en place des systèmes, on aura beau mettre en place des processus et des procédures. Si derrière l'humain, qui est derrière la machine, donc derrière l'outil, et qui est censé appliquer les processus, ne les comprend pas, ça ne sert à rien. C'est comme si on tirait dans l'eau. Donc voilà, pour ma part, un petit partage en tout cas de ce qu'est pour moi aujourd'hui le métier d'un BPM. Ibrahim. On ne t'entend pas, Ibrahim. Je pense que tu es en mute. Very sorry. Effectivement, j'étais en mute. C'est très clair pour moi et j'espère que c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas à rebondir sur les questions. Je suggère qu'après chaque réponse, si vous avez des points d'ombre, vous posez les questions soit dans le chat, soit vous ouvrez votre micro et vous pouvez poser votre question. S'il n'y a pas de questions, on va aller à la question suivante. Je regarde dans le chat rapidement. Finalité. Donc, il y a Ivoire Russe Bayer Consulting qui pose la question. La finalité du BPM est-elle un système d'information? Non, pas vraiment. Le système d'information est un levier qui accompagne le BPM, en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir tout simplement des processus qui ne s'appuient pas sur un système d'information. Comme tu peux avoir des processus pour leur bonne mise en œuvre qui s'appuient sur un système d'information. Donc, la finalité, je ne dirais pas que c'est un système d'information. Le système d'information en fait partie, mais pour moi, tu ne peux pas faire de BPM sans processus, sans l'humain, bien sûr, toujours, et pour finir, le système d'information qui va venir y participer. Ok. Pour moi, il en fait partie. Ok, top. J'espère que c'est clair pour toi, Ivoirius. Il y a une deuxième question. Quelle est la boîte à outils du BPM? Bon, je pense qu'il y a dans la suite de nos questions, on va répondre à cette question. Donc, je pense qu'on va la remettre à plus tard. Ça, c'était Nastou Kaba. Ivoirius, donc, quelle gouvernance entre le BPM et la fonction qualité? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais partager Quelle convergence. Quelle convergence, pardon? Quelle convergence? et la fonction qualité. Oui. J'aime bien cette question-là parce que ça me fait penser à une expérience assez récente que je vais du coup partager sur un projet récent. Euh, On était sur un terminal qui devait démarrer les opérations, un projet sur lequel j'intervenais avec d'autres collègues. Donc, avec une collègue, on a travaillé donc sur les SOP et la référente qualité est venue nous voir et nous dire: «Lorsque vous avez fini les SOP, donnez-les-moi, je vais faire la nomenclature». Et donc, le Juste, référent excuse-moi, qualité, juste les oui, SOP. Tu peux définir, s'il te plaît, rapidement pour tout le Standard monde. Operating donc Standard Operating Procedure. Donc en fait, les SOP, c'est un document opérationnel qui reprend un ensemble de processus. Et Très dedans, on bien. va décrire qui sont les acteurs et quelles sont les tâches à effectuer et à quel moment. Et donc, on Top. rédige les SOP
par processus, etc. On les partage. Et le référent qualité, tout ce qu'il nous demande, c'est lorsque vous avez... Voilà, il nous dit, attention, selon ma norme ISO, je ne sais plus trop laquelle, je dois avoir les SOP, mais en fait, elle les demande pour juste cocher la case, j'ai les SOP. Je dis, bon, OK. Deuxième aspect, elle nous dit, par contre, dès que vous avez fini, je dois les nommer parce qu'on a une nomenclature particulière pour les données. Pour les retrouver dans notre système, on a notre système de référencement qualité. Et donc, pour revenir à cette question-là, est-ce qu'il y a vraiment une convergence? Peut-être en tout cas sur la partie compréhension du besoin, compréhension de l'activité. Je ne sens pas les référents qualiticiens parfois aller dans le vif du sujet pour comprendre le besoin. Ils sont plutôt animés par le fait de devoir répondre à leurs normes, cocher des cases, etc. Et donc, très franchement, dans notre activité, moi en tout cas dans le contexte dans lequel j'évolue, on n'avance pas forcément main dans la main, mais on avance. On n'attend pas la qualité pour avancer sur nos projets. Moi, je travaille sur des projets avec mes collègues qui ne se retrouvent pas forcément auprès de la qualité. Donc vraiment aujourd'hui, moi je vois pas de convergence. Après, si on peut parler de convergence sur le volet optimisation et encore, moi personnellement, je ne vois pas de convergence aujourd'hui. Pour moi, c'est deux choses vraiment différentes à dissocier. Voilà. OK. Après, c'est mon point de vue. J'espère qu'il n'y a pas des qualiticiens connectés qui vont se fâcher, mais c'est mon Ah point de bah, vue. s'il y en a, ce serait bien qu'ils donnent Mince alors, leur... ce serait bien, oui. Euh, ok, ok. Donc, on va passer à, on va dire, une dernière question sur ce volet. Mhm. Donc, quelles sont les compétences clés d'un bon BPM, pardon. Flexibilité. Être flexible, c'est la base. Hmm. On ne se dit pas qu'on est BPM et qu'on ne parle que de standardisation. On peut faire de la standardisation, c'est bien, mais dans nos environnements, un BPMN, pour moi, le meilleur BPM, c'est celui qui a la capacité de, face à chaque situation, de retomber sur ses pattes, de trouver des solutions et de les adapter. Pas être focus sur un standard en se disant, c'est comme ça qu'on fait, ça doit être comme ça. Donc la flexibilité. Être humble aussi, ça va être important. Sur des projets où on va faire par exemple du change management, donc du changement organisationnel, il va falloir accompagner les équipes. On peut on peut faire face à des ressources qui sont là depuis des années, qui ne sont pas adeptes du changement, etc. Il faut être humble, faire profil bas, tout en s'imposant, entre guillemets, et faire passer le message, faire comprendre les choses, mais il faut être humble et avoir l'écoute des ressources avec lesquelles on va interagir. Et bien sûr, moi, je dirais qu'il faut être aussi, avoir des appétences IT. Pour moi, c'est important. Peut-être parce que je suis IT Eh, initialement, mais je trouve que c'est très important. Un BPM qui a des appétences IT et un BPM qui n'en a pas, au day-to-day, on voit la différence. On voit la différence. Donc voilà. ok, très bien, Et très bien, la très bien. communication, je dirais. Voilà. Et la com. Ok. Bien sûr. Très bien, parfait. Ok, je pense que c'est bon sur ce sujet. On va passer à la prochaine grande question. Donc, là, on a parlé de BPN. En fonction de, vu le thème qu'on a, on parle de BPM, de Business Process Management. On parle aussi de portuaire. Du coup, je pense qu'il serait intéressant de faire un petit panorama du métier de portuaire pour que tous ceux qui sont là puissent comprendre un peu les enjeux, les acteurs. Juste un truc assez synthétique pour donner une image globale un peu holistique, voilà, de la chose aux différentes personnes qui nous écoutent. Parce que tout le monde n'est pas forcément du métier. Donc, juste pour planter un peu le décor. Ok. Donc, sur le portuaire, on a le portuaire.
On voit bien le préfixe port, hein, donc c'est tout ce qui concerne les activités maritimes. Et dans un port, on va avoir un terminal opérateur. Et le terminal opérateur, c'est lui qui va avoir l'exploitation, on va dire, d'une zone du port. Et dans le cadre de cette exploitation-là, il va être en charge de recevoir des conteneurs, ou des véhicules ou des marchandises en vrac qu'il va stocker à l'enceinte de son espace et derrière pouvoir les embarquer au bord d'un navire ou dans l'autre sens, recevoir un navire, débarquer de la cargaison et la livrer, la mettre à disposition, du client ou, d'un transporteur. Donc ça, c'est déjà le principe. Et donc, sur cette plateforme-là, que j'ai appelée un terminal, tout simplement, sur la Côte d'Ivoire, on en a plusieurs. Vous avez Abidjan Terminal, Côte d'Ivoire Terminal, Terra, par exemple, qui est le terminal pétrolier d'Abidjan. Donc voilà. Et en termes d'acteurs, dans cet écosystème-là, on en a plusieurs. On a naturellement la ligne maritime qui va donc affréter son bateau ou son navire avec des conteneurs. On va rester sur le cas des conteneurs, par exemple. Et derrière, il va affréter ces navires qui vont arriver à destination. Disons, ils vont arriver sur Abidjan. Lorsqu'ils vont arriver sur Abidjan, ils vont soumettre ce qu'on appelle un manifeste à la douane. Et la douane va être au courant de la cargaison qui va être acheminée par ce navire en particulier au port d'Abidjan. À la suite de ça, lorsque le navire accoste, la ligne maritime va informer son client. Et son client peut être l'importateur, qui est monsieur tout le monde, le fameux transitaire qu'on entend partout, ou Mhm. commissionnaire agréé en douane. Donc, si vous entendez parler de CAD, commissionnaire agréé en douane, transitaire, c'est un peu la même famille. Sauf que les commissionnaires agréés en douane, D'accord. en général, ils sont référencés auprès de la douane, ils sont identifiés, etc. Et à la suite de ça, le client, il est informé, il va venir au terminal, il va aller d'abord chez la ligne maritime, récupérer un document qu'on appelle le bon à délivrer armateur ou Shipping Delivery Order, avec une date de validité qui lui donne un délai pour venir récupérer son conteneur au terminal. Ensuite, il vient au terminal, il va faire ses formalités, il va payer une facture. Dans cette facture, en général, on va trouver les frais d'accolage. Ce qu'on appelle l'accolage, c'est la manutention. Le fait de prendre le conteneur à bord du navire et le mettre au sol, ce sera l'accolage. Après, derrière, ce qu'on appelle le stationnement. D'autres diront magasinage, mais je préfère utiliser le terme stationnement quand on est sur un terminal à conteneur. Et le stationnement, c'est tout simplement le séjour du conteneur dans l'enceinte du terminal. Et donc là, le conteneur, lorsqu'il est dans l'enceinte du terminal, donc il est sous la responsabilité des ressources du terminal. Et le client, lorsqu'il a sa facture, il la paye, il a son bon à délivrer terminal, il a un document de la douane qui va être la déclaration et son bon à enlever de la part de la douane. Et à partir de là, il est capable maintenant d'envoyer son transporteur au terminal pour récupérer son conteneur. Et donc, vous voyez qu'on a vraiment plusieurs acteurs qui vont intervenir au niveau de la chaîne et à différents moments. Donc là, j'ai essayé de faire un petit résumé pour ne pas trop utiliser beaucoup de terminologie, mais c'est l'essentiel en fait des, des interactions qu'on peut avoir Ok, sur la plateforme portuaire. ok, merci Myriam. Je pense que là, vous avez reçu une formation, voilà, compressée du métier de la logistique portuaire. Donc, je pense que vous avez une idée globale de ce que c'est. Et donc, on va passer à la question suivante. Donc, Myriam, quels sont selon toi les processus les plus critiques au sein d'un terminal? Parce qu'apparemment, c'est là que tout se passe. Oui, bah, pour moi, tout processus qui peut impacter la fluidité des opérations est un processus critique. Je vais donner quelques exemples. Un transporteur qui vient récupérer sa cargaison à ta guérite, donc la guérite, c'est le point d'entrée et de sortie du terminal, d'un point de vue terrestre. Donc, un transporteur qui arrive avec son camion pour récupérer un conteneur ou déposer un conteneur, mais qui ne peut pas le faire dans les délais, qui est obligé de passer beaucoup de temps au terminal sans sortir son conteneur, c'est pas bon. Donc, les processus gate sont des processus très, très critiques. On ne peut pas se permettre de retenir un transporteur trop longtemps. Un transporteur qui reste trop longtemps sur ton terminal, c'est un transporteur qui va faire très peu de rotation. Un transporteur qui fait très peu de rotation, non seulement
c'est pas optimal pour lui, mais en termes d'image et d'efficacité opérationnelle, ça veut dire que le terminal a un problème. Donc, la gate. Ensuite, les navires. Pourquoi? Parce qu'un navire qui accoste, il a tout intérêt à ce que ses conteneurs soient débarqués assez rapidement et à être chargés assez rapidement pour pouvoir partir sur le prochain port. Pour que cette partie maritime se passe bien, il faut que la planification des opérations maritimes soit optimale. Pour qu'elle soit optimale, il faut que la ligne maritime envoie des documents dans les temps et en bonne qualité pour permettre aux équipes planification qui vont être dans le terminal de préparer au mieux les opérations. Donc, la partie quai, elle est également très critique. Une autre partie qu'on ne voit pas tout de suite, mais qui également peut être moins simple également, c'est la partie parc. Vous savez, c'est comme jouer au Lego. Dites-vous que vous avez un espace, vous superposez des boîtes, mais pour superposer ces boîtes-là, il faut les superposer avec une certaine cohérence. Ou un autre exemple, peut-être le plus simple, c'est le placard. Chacun a un placard où il range ses vêtements. Un endroit où on va ranger les jupes, les pantalons et les vestes. Et donc, c'est la même chose sur un terminal. Il y a donc une logique, des logiques voilà, qu'on va implémenter pour stocker les conteneurs de manière très cohérente, de manière organisée. Pourquoi? Pour les atteindre assez rapidement, de manière efficiente, pour éviter les attentes. Donc voilà pour moi les... Et bien sûr, pour finir, la partie facturation. Toute la facturation repose sur des documents qu'on reçoit, que ce soit de la ligne maritime ou de la douane. Donc si ces documents ne sont pas reçus dans les temps, le client, il va se présenter à ton guichet, tu vas devoir le servir, mais tu vas mettre du temps à le servir parce que soit les données ne sont pas de qualité, donc pas exploitables, ou tu ne les as pas eues dans le temps. Et donc, dans ce cas-là, bah, le parcours client, il est impacté et donc c'est aussi critique. Voilà. Donc, c'est les 4 volets que je mentionnerai. Ok. Voilà. Bah, très clair, très clair. Je ne sais pas si, bon, sur ce point, je pense que c'est plus une séance d'information parce que la plupart des personnes ici Mm. euh, ne sont pas initiées au métier du portuaire. Donc, j'espère que vous avez pris le maximum d'informations. Justement, après nous avoir expliqué tout ça, comment est-ce que le business process management peut faciliter la coordination entre les acteurs du port et, on va dire, les différents processus et éléments qui interviennent? Le BPM va intervenir à plusieurs niveaux. On n'oublie pas que un BPM, il pense optimisation et efficacité opérationnelle. C'est la base. Et donc, du coup, lorsque dans l'environnement portuaire, on connaît et on a connaissance des différentes parties prenantes, il faut pouvoir, sur un processus en particulier, identifier les différents intervenants et voir comment ces intervenants ou ces processus vont fonctionner ensemble. Et derrière, le BPM doit être leader sur, sur ce genre de projet-là pour être capable de taper aux bonnes portes afin d'améliorer le processus de manière globale. Je vais donner un exemple. Je veux on te dit, OK, on vous dit, il faut dématérialiser la facturation. OK, comment je dématérialise la facturation? Quels sont mes inputs? Quels sont mes outputs en termes de facturation? Quelles sont mes parties prenantes sur ce processus-là? Quels sont les documents qu'ils me remettent? Est-ce que ces documents-là, je les ai dans les temps? Ah, je ne les ai pas dans les temps. Qui me le donne? La ligne maritime. Ben, je me retourne vers la ligne maritime. Est-ce que ce document-là, tu pourrais améliorer les délais dans lesquels tu me les transmets? Est-ce que le format, tu pourrais le revoir? Parce que derrière, quand tu me le transmets, les équipes en interne, elles mettent par exemple 2-3 heures à les exploiter, à les mettre dans le système. Donc, il faut vraiment que le BPM soit transverse. Il faut qu'il puisse regarder partout. Donc, lorsque tu as un processus, en tout cas, peu importe le périmètre, le portuaire ou ailleurs, à optimiser, à implémenter, il est important en tout cas de définir et d'identifier qui sont ces acteurs-là, qui fait quoi, et derrière taper aux bonnes portes pour, pour avancer. Il ne faut pas travailler de manière cloisonnée, ça ne peut pas marcher, peu importe le périmètre. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais n'hésitez Bah ouais. Ouais. Est-ce que vous pas à avez des côté, questions je peux le dire. justement sur cet aspect-là?
Est-ce que vous avez bien compris ce qu'elle a dit? N'hésitez pas. Donc, il y a une question dans le chat de Durel Mhm, TZ. Quel est le processus de stabilité des processus utilisés par BPM dans une organisation? Je n'ai pas trop mhm, compris. Précisez ce qui est mis en place afin de prouver qu'un processus est dit mhm. stable et évolutif D'accord. par les Ok. acteurs utilisant ces process. D'accord, ok. Ben, je vais donner un exemple, ce sera peut-être plus simple. Dans le cadre d'une certification Lean, j'ai travaillé avec une collègue sur l'optimisation d'un parcours client. Et dans le cadre de ce projet-là, on a mesuré le temps de parcours du client lorsqu'il arrive à un guichet. On a mesuré son parcours global et après, à chaque guichet est, disons, un service. À chaque guichet, on a mesuré le temps que passait le client à ce guichet-là. Et derrière, on a regardé, on a identifié, on a suivi ces clients-là et ces différents agents pour voir quelles sont les tâches qui sont effectuées à chaque niveau. Et après, on a analysé tout ça et on a pu identifier les goulots d'étranglement, les tâches à valeur ajoutée et les tâches à non valeur ajoutée. À la suite de ça, on a essayé de supprimer les tâches à non-valeur ajoutée, par exemple. On a retravaillé le processus, on a réexpliqué aux équipes comment il fallait travailler et on les a mis, disons, ils ont commencé à pratiquer, à réaliser ce qu'on leur a demandé. Et à la suite de ça, on a refait des mesures. Et lorsqu'on a refait des mesures, on a vu que le temps, le parcours du client avait été réduit. Donc, clairement, les actions qui ont été mises en place en termes d'optimisation ont porté leurs fruits. Donc, tout cela pour dire qu'effectivement, tout est mesurable. Lorsque tu vas démarrer un processus, c'est toujours un changement, pardon, un projet BPM ou tout projet, c'est toujours bien de mesurer l'existant, d'avoir peut-être des KPI qui vont être définis dans le cadre du projet, les mesurer et à la fin du projet, avoir une phase de monitoring durant laquelle on va reprendre ces mêmes mesures-là et pour pouvoir confirmer qu'il y a vraiment eu une amélioration. Et ça, il faut le rendre systématique. Voilà, et ça permet de Et- concrétiser les résultats. D'accord, top. Voilà. Il y a des questions, donc j'espère que c'est clair pour toi, Durel. Donc il y a Ivoirius Bayer encore. Quels peuvent être les impacts de la performance opérationnelle des ports sur celle des entreprises? Le BPMN est-il au cœur de la compétitivité portuaire? Éclairez-nous à cet effet, s'il vous plaît. D'accord, donc quels peuvent être les impacts de la performance opérationnelle des ports sur celle des entreprises? Là encore, je vais venir sur des cas concrets, hein, comme ça c'est beaucoup plus simple. Hmm, Je prends un exemple. Une usine qui fait de la production, elle commande son stock, disons, de la Chine. Le bateau, il accoste au port d'Abidjan. Il y a la congestion, le camion, il arrive, impossible de livrer dans les temps. Et là, l'usine commence à piocher dans son stock de sécurité, ça devient de plus en plus compliqué, les conteneurs ne sont toujours pas là, ils n'ont toujours pas de stock, etc. Arrêt de la production. hmm. Ça, c'est un exemple. Donc, là, sans s'en rendre compte, le terminal ou le port, compte tenu peut-être de ses contre-performances ou des difficultés qu'elle a rencontrées à un instant donné, a de fait impacté le bon fonctionnement de cette usine. Ça, c'est un premier cas. Ensuite, un autre cas que je pourrais aussi partager, qui pourrait être pertinent, je réfléchis. Voilà, un conteneur frigo. On connaît la sensibilité des conteneurs frigo, disons de banane ou de mangue. On va partir de la mangue parce que c'est la période. Le conteneur frigo qui arrive avec de la mangue, qui rentre au terminal, bim, problème électrique, les frigos ne peuvent plus être branchés, la marchandise est abîmée. L'exportateur, il fait comment? Il faut le dédommager, on rentre dans un circuit très compliqué. Donc aujourd'hui, un terminal qui n'est pas performant pourrait de fait impacter le bon fonctionnement d'une entreprise, sans Ouais. sans le vouloir malheureusement.
Ensuite, le BPM est-il au cœur de la compétitivité portuaire? Au cœur de la compétitivité, je ne dirais pas ça comme ça. Pour moi, le BPM, il accompagne. Il accompagne. Se lancer dans un projet sans faire de l'analyse de son business, de son activité, de ses process, identifier ses risques, pour moi, va droit dans le mur. Donc, je ne dirais pas qu'il est au cœur de la compétitivité, mais c'est quand même un levier qui n'est pas négligeable. Voilà. Ok, ok, super, merci Myriam. Mariam, il y a Joël, je pense que ce sera la dernière sur cet Mhm. aspect-là, OK. qui nous demande comment se construit un BPM étape par étape et est-ce qu'il existe un référentiel? Hmm. J'ai pas très bien compris. Comment se construire un BPM? Un, Un un, un, projet? un business, disons, comment mettre en place un process, comment gérer, on va dire, un process. Je pense que la question, l'objectif Peut-être de la question, c'est de savoir comment est-ce que le métier de OK. BPM se fait Comment étape par étape. D'accord. OK. Donc, je vais plutôt prendre un cas d'une gestion de projet, peut-être, ça va être beaucoup plus simple. Comment on modélise? OK, OK, d'accord. Donc, Hmm. il y a des outils de modélisation. Après, attention, encore une fois, petit warning, BPM ne veut pas dire que je modélise. On peut adorer la modélisation. Il y a de très beaux outils pour ça. Il y a Visio, il y a Bizagi, qui est un outil gratuit. Il y a plein d'outils sur le marché. Mais avant de modéliser, faut d'abord être au clair sur le qui fait quoi et comment. Tant que le qui fait quoi, comment, il peut être écrit sur du papier volant, il peut être écrit sur un Word, sur un Excel. Moi, il m'arrive pour comprendre une activité, de prendre juste un papier et de dessiner, parce que j'ai besoin de comprendre. La modélisation, elle va venir plus tard. Et petite parenthèse, souvent vos interlocuteurs ne savent pas lire ce qu'on modélise. Donc, il faut toujours trouver un autre moyen de leur faire comprendre votre approche de différentes façons. La modélisation, c'est bien, mais c'est pas toujours la solution. Voilà. Mais il y a plein d'outils, en tout cas sur le marché, qu'on utilise. En tout cas, moi, j'utilise beaucoup Visio et Bizagi, pour ma part. OK. Est-ce qu'il existe un référentiel pour le métier de Oui, il y a le BPM? BPMN. Il y a le BPMN. Qui a OK. voilà, qui est un référentiel qui est connu et qui permet de modéliser de manière, assez claire. Après, certains l'utilisent un peu comme ils veulent, sans forcément respecter, le référentiel comme il faut, mais voilà. J'espère que j'ai bien répondu aux Juste pour, questions. ouais, Voilà. il y a Joël, j'espère que tu as, voilà, merci. Donc, je pense que c'est clair pour lui. Juste pour rebondir sur la dernière question, est-ce qu'il existe un référentiel? Bien entendu, il existe un référentiel et c'est pour ça que vous êtes ici. L'IBA, c'est une organisation qui est basée sur un référentiel. Donc, on a un référentiel qui s'appelle le BIEBOC comme le PMBOK, donc qui est un référentiel pour les business analysts, parce que le business process management est un aspect de la business analyse. Voilà. Donc, pour référentiel, tu pourrais te baser sur le BIEBOK. Euh, Quels sont les leviers de modélisation en période de crise? Bon, Ça, bon, je pense que c'est la dernière sur cet aspect, puis on va avancer. D'accord. Quels sont les leviers de la modélisation en période de crise? Hem, J'avoue que j'ai... déjà, malheureusement, quand on est en situation de crise, souvent, on a plutôt tendance à regarder parfois, qu'est-ce qu'on a donné comme procédure? Quels sont les processus existants? Comment on les applique? Pourquoi? Comment? Et cetera. Mais après, toujours quand on est dans des situations comme ça, des situations d'urgence, il va être toujours important de comprendre ce qui s'est passé, identifier la cause racine et ensuite et ensuite, disons, décrire ce qui s'est passé, décrire le dysfonctionnement et donc pour résumer, c'est qu'il faut toujours
avoir la capacité de décrire le problème, comprendre le problème et pour moi, c'est toujours la base. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais c'est Mhm. comme ça que je la comprends. Donc, Aïssatou, Ok, n'hésite pas si c'est pas très clair. Peut-être que je ne comprends. d'accord, d'accord. D'accord. Ok, Est-ce bah, que je peux me permettre? Oui, bien oui, sûr. vas-y, Voilà, vas-y. bonsoir tout le monde. Donc, je suis tout à fait alignée, c'est très clair, bien défini. Et une fois encore, félicitations à Mariem pour le talk très clair, très précis, très concis. En tout cas, merci. Moi, je suis satisfaite de la réponse. Bien à vous. Oui, merci. Super, super, merci Aïssatou. Donc, on va passer à la prochaine question. La prochaine question, c'est justement de donner un exemple concret où, un processus mal défini ou mal piloté a généré un blocage opérationnel ou un goulot d'étranglement dans la chaîne logistique portuaire. Bon. Un exemple. Ben, par exemple, un exemple qu'on vit et que je vis d'ailleurs actuellement, bon, Mhm, qui n'a pas causé de dysfonctionnement, mais qui pourrait si c'est mal géré. On peut avoir des projets de mise en place ou de d'optimisation ou de montée de version d'un système, par exemple. Quel est le rôle du BPM? Lorsque je parle de montée de version d'un système, tout le monde va me dire, mais quel est le rôle du BPM dans une montée de version d'un système? Mais en quoi ça le concerne? Ah bah si, ça le concerne très bien. Parce que ce système qui va être installé est utilisé par des utilisateurs dans le cadre des opérations. Si le système ne répond pas aux attentes, ou si derrière le système est down, les opérations sont à l'arrêt. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le cadre d'un projet de ce genre-là? Tu as un système d'exploitation qui fait tourner un terminal. Le système doit être installé ou on doit installer un nouveau système. Quel est le rôle du BPM? C'est de s'assurer que tous les cas opérationnels qui se passent, donc toute l'activité opérationnelle qui se passe sur le terminal, est bien couverte par le système. Donc, s'il y a un process particulier qu'il n'a pas remonté et aujourd'hui qui n'est pas paramétré dans le système, forcément, le jour où le système va être implémenté ou démarré, il y aura forcément des dysfonctionnements parce que les utilisateurs n'auront pas tout ce qu'il faut au niveau du système ou tout simplement le système a été déployé, mais toutes les fonctionnalités requises ne sont plus fonctionnelles, donc il y a des régressions ou tout simplement le système est à l'arrêt et donc, ça peut vouloir dire un navire qui reste en rade, qui ne peut pas accoster. Ça peut vouloir dire des conteneurs qui sont sur le terminal, mais dont on ne connaît pas les positions, parce que peut-être que le système de localisation GPS qui est interfacé au système d'exploitation ne marche plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'un transporteur qui va arriver, vouloir prendre son conteneur, ben, on ne saura pas où trouver le conteneur. Donc, c'est pour dire en fait que la responsabilité du BPM, dans un cas précis comme ça, c'est vraiment de s'assurer que tous les prérequis opérationnels sont couverts par le système avant toute exécution ou toute mise en service d'un système. Et parce que si ce système-là est attendu par les opérations et ne répond pas aux attentes, parce que tout simplement, il y a un besoin, un processus qui n'est pas couvert, de fait, l'activité est impactée. Donc voilà un cas assez simple, en tout cas, que mhm. je pourrais partager à titre d'exemple. Bah, c'est super clair. Merci pour l'exemple. Pour moi, c'est très clair en tout cas. Euh, Background IT est vraiment un plus. Donc, il y a une question. Le background IT est C'est un vraiment un plus. plus Plus pour le métier de BPM. enfin, pour ma part, je confirme, ça aide beaucoup. Parce que la manière d'analyser lorsqu'on a un mindset IT va être différent et on va avoir cette capacité à creuser, à aller dans les outils que quelqu'un qui n'a pas des appétences IT ferait. Donc, effectivement, Fatou, je partage tout à fait ton point. C'est un plus en tout cas. C'est pas requis, mais c'est un plus. Hmm, Mm. d'accord. Il y a il y a une question de Ivoirius. Euh, que pensez-vous de la maturité de l'activité BPM au sein des organisations? Pour moi, le niveau de maturité, on n'y est pas encore dans toutes les organisations.
Je vais partir une nouvelle fois sur un exemple. La dernière fois sur Abidjan, je suis allée à l'aéroport. Je suis passée par Aqaba. Il y avait encore des bouchons. Je me suis dit, mais il n'y a pas un BPM qui est passé par là, apparemment. Parce que C'est sûr. sinon, tu allais mieux revoir l'orientation de ces échangeurs. Donc, Si, si. clairement, pour moi, aujourd'hui, nos organisations ne sont pas organisées, sont pas orientées BPM et il y a du boulot. Il y a du boulot. Ouais, ouais, c'est clair. Pas de gestion des risques à tous les niveaux, pas de projection, etc. On a tendance à foncer dans le tas et c'est dommage. Donc, Ouais. j'espère que ça va s'améliorer. Mmh. Ouais, on espère tous. Ok, Mmh. question prochaine, c'est, bon, à cette question, tu as déjà un peu répondu, plus ou moins, Mmh. voilà. Donc, c'est quelle compétence spécifique un business analyst doit-il Mmh. développer pour évoluer Ah, efficacement dans un environnement portuaire? Et surtout, est-il indispensable de bien connaître le métier pour faire un bon BPM? déjà, il faut être curieux parce qu'un BPM, il peut travailler dans tous les métiers. Donc aujourd'hui, moi, je suis dans le portuaire. Si demain, je suis amenée à travailler dans la banque, je dois pouvoir m'en sortir. Donc il faut être curieux et apprendre, comprendre les opérations, c'est important. Maîtriser les outils de modélisation, ça va être important. Avoir également être orienté également lean, optimisation, c'est important. Capacité à communiquer, comme on disait tout à l'heure, parce qu'on a des interlocuteurs divers et variés. Et voilà. Et vraiment connaître le métier, c'est indispensable. Même s'il faut prendre du temps, il faut s'accorder le temps lorsqu'on arrive dans une activité pour la comprendre, la prendre en main, maîtriser les enjeux, les risques, et cetera pour s'en sortir. Parce qu'in fine, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne comprend pas. Donc ça va être important. Ok, Voilà. bah, juste bon, pour rebondir sur la question, comment est-ce qu'on peut acquérir cette expertise métier-là quand on n'a pas forcément de background dans le domaine? Se former, apprendre, être curieux. Moi, il Mm. m'arrive encore d'aller sur Google, quand il y a des aspects que je ne comprends pas. Tout simplement. On peut pas venir dans un environnement, et croiser les bras. C'est comme un développeur, qui a un programme Java à développer, il bug sur un programme, il va se coucher. Non, il va sur Google, il va dans les forums de développeurs et il va chercher des solutions. Donc, Mhm. dans tous les contextes, il faut chercher, il faut être curieux. Sans la curiosité métier, ça ne marche pas. Ok, ok. Je regarde s'il n'y a pas de questions. Bon, là, on a des questions de très haut niveau. Bon, ne pensez-vous pas que les professionnels de la fonction qualité doivent intégrer le BPM? Ivarus Bayer Consulting, je pense qu'il a un point avec les qualiticiens. L'approche est plus peut-être impact standard, souvent simpliste. En fait, moi, je Quel considère est tellement l'état des lieux des ports d'Afrique que quel est l'état des dans leur capacité de compétitivité, adoptés. pourraient, dans leur capacité à adopter le BPM dans leur propre compétitivité? Aujourd'hui, je ne saurais m'exprimer que sur les périmètres, les pays africains que je connais et dans lesquels je travaille. Et aujourd'hui, de plus en plus, ces clients internes voient de plus en plus sur le portuaire l'intérêt, l'intérêt de la BPM. Parce qu'avant, ils avaient tendance à travailler de leur côté, avancer comme ils voulaient, avoir des conséquences, qu'ils ne maîtrisent pas ou ne pas identifier les risques inhérents à un mauvais paramétrage d'un système et cetera et suite à malheureusement des dysfonctionnements, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est, comment on dit ça? C'est je ne sais plus trop quoi qui donne conseil là? Je ne sais plus, je connais Ah, plus. Conséquences conseil, qui donnent conseil, pas, c'est conséquences. voilà, c'est conséquences qui donnent conseil. Donc certains maintenant se sont un peu plus réveillés et Ok, sont en attente d'être accompagnés. Donc je pense que ça commence beaucoup à s'améliorer. Ils commencent à vraiment comprendre, les impacts du métier. Ce serait bien qu'ils le partagent avec ceux qui construisent nos routes en tout cas. ouais, ouais, Ouais. ouais.
Ok, là, on va faire un petit virage. Bon, petit virage. On va passer à une autre section. On va parler d'un domaine, je pense, du BPM, qui est un peu crucial et important, je pense. C'est la cartographie. Je sais pas, comment est-ce que tu abordes la cartographie d'un processus complexe dans l'entreprise? Est-ce que tu as des méthodologies, des bonnes pratiques à partager? Bien sûr. En général, ce que je fais, je me prépare un questionnaire. Je me prépare un ensemble de questions qui, pour moi, aideraient à une bonne compréhension, de l'activité. Après derrière, je m'assure auprès des équipes d'avoir les bons interlocuteurs. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que le bon interlocuteur n'est pas le chef de département, le directeur, et cetera. C'est vraiment celui qui exécute la tâche. Donc, lorsqu'on essaye de faire une cartographie d'un processus, n'hésitez pas à vous approcher des personnes qui exécutent les opérations. Ce sont ces personnes-là qui seront en mesure de vous donner les bonnes informations, qui pourront aussi, en toute liberté, vous faire part des difficultés qu'elles rencontrent au day-to-day ou des éléments qu'elles souhaiteraient améliorer. Donc, le point de départ, ça va être ça. Identifier les différents membres de l'organisation, aller chez chacun par rapport à ce processus-là, identifier celui qui intervient, noter, formaliser ce qu'il fait, dans quel timing, donc à quel moment, qu'est-ce qu'il a en entrée, qu'est-ce qu'il est censé avoir en sortie, s'il y a un système qui intervient, quels sont les inputs qu'il a à faire dans le système, est-ce qu'il y a des validations, est-ce qu'il y a un workflow de validation. Donc vraiment comprendre les différentes tâches qui constituent le processus et les personnes qui agissent sur ce processus-là. Et lorsqu'on met tout à plat, ensuite on revient et on regarde. Quel est le processus qu'on trouve trop lourd, qu'on pourrait optimiser? Quel est le processus ou quelle est la tâche ou l'action qui pourrait être à risque, qu'il faudrait corriger, etc. Mais très franchement, le point de départ, ce sont les entrevues avec les différentes personnes, comprendre ce qu'elles font, etc. Pouvoir les formaliser, les mettre au propre. C'est vraiment le point de départ. Et puis après, derrière, on pourra partir sur de la formalisation, peu importe la forme. Comme je le disais tout à l'heure, souvent, moi, je pars que sur du Excel. Un Excel, j'essaie de créer une matrice sur Excel, je prends mes notes. Et la modélisation, ne soyez pas focus sur la modélisation, elle viendra bien après. Le plus important, c'est déjà de comprendre l'écosystème dans lequel on va travailler, comment le processus sur lequel on travaille va fonctionner et qui intervient dans ce processus-là. Donc voilà. C'est top, c'est top. Voilà. Et surtout Merci, la Myriam. co-construction. La Pardon? co-construction. Je parle de la co-construction. On ne vient pas modéliser, présenter un processus en l'imposant, en se disant j'ai un standard. Non, il faut de la co-construction. Et derrière, après, le retranscrire de manière visuelle, mais un visuel qui est compréhensif. Nous, on peut peut-être lire comment dire, on peut formaliser une cartographie. C'est peut-être clair pour nous, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. J'ai travaillé sur des projets où on a dû faire appel à de la 3D avec des petits bonhommes, etc. Parce que la cible qu'on avait, c'était plus judicieux que des cartographies. Hmm. Voilà. Donc, il faut savoir adapter aussi son visuel voilà, aux personnes qu'on a en face. C'est important. Ok. Voilà. À ce sujet, cartographie, BPM, processus, comment est-ce que vous gérez aussi, comment on va dire ça, la conduite du changement et surtout la résistance au changement? Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait posé la question. Mhm. La résistance au changement. Pour, accompagner, dans le cadre d'un projet, effectivement, on peut faire face à de la résistance au changement. Mais ce que j'ai appris sur les différents projets dans lesquels, j'ai eu l'opportunité de travailler, c'est qu'un utilisateur ou je vais dire un utilisateur ou voilà, faut qu'il comprenne les tenants et les aboutissants. Ce qui est mauvais, c'est de venir imposer. On n'impose pas les choses. Il faut venir expliquer le bien fondé du changement et quel est le gain derrière pour lui en tant qu'utilisateur ou en tant qu'acteur de ce processus-là. Donc, on n'impose pas, on explique les plus à l'interlocuteur pour qu'il puisse mesurer les impacts de ce qu'il va faire dans le cadre de son travail au jour le jour ou dans le cadre de son organisation dans laquelle il évolue, donc de manière beaucoup plus globale. Il faut toujours mettre en valeur la personne.
peu importe le contexte. Si elle est mise en valeur et qu'elle comprend le pourquoi du comment, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. On va ramer parfois, ça peut être difficile, mais on peut y arriver plus facilement. Par contre, quand on arrive avec un mindset en mode je viens, j'impose, tu fais, tu n'as pas le choix, ben ça ne peut pas marcher. Donc on revient à la communication. Voilà. Ok. Ok, super. Là, on a des questions. Je vais prendre deux questions, puis avancer. À quel moment une entreprise portuaire doit-elle se dire qu'il est temps de cartographier ses processus? Est-ce qu'il y a des signes qui ne trompent pas? Dès le départ. Dès le départ. Nadia, c'est comme si tu te dis, on te donne une voiture, mais tu n'as pas le permis et tu dois la conduire. Donc, avant même de créer ton activité, il faut que tu aies ta stratégie, que tu aies tes orientations, que tu saches où tu veux arriver. Et derrière, forcément, il faut que que tu les formalises pour tout de suite savoir concrètement où tu veux aller, identifier tes risques, voir tes parties prenantes et avancer. On ne le fait pas après, hein. On le fait avant. Ok. Nadia, j'espère que c'est clair pour toi. N'hésite pas. Ouais. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser des questions dans le chat. On va parler maintenant des KPI. Mariam, quels KPI recommandes-tu pour évaluer la performance opérationnelle d'un terminal, par exemple? Existe-t-il des indicateurs génériques aussi qu'on devrait toujours avoir dans n'importe quel projet? Déjà, si je fais un focus sur le portuaire, je parle sous le contrôle des experts peut-être portuaires qui sont connectés. Il y a ce qu'on appelle le truck turnaround time. C'est le temps moyen de traitement d'un camion. Lorsqu'un camion il arrive sur ton terminal, il arrive à une date et à une heure donnée. Il va circuler dans ton terminal, il va soit déposer un conteneur ou récupérer un conteneur, puis il va sortir. Et donc ce temps-là, entre son entrée et sa sortie, c'est ce qu'on appelle du coup le temps de traitement ou le truck turnaround time du camion. Et ça, c'est une valeur qui est très suivie, c'est ce qui est très mesuré, qui est très suivi et qui peut de fait te dire si tu es performant dans la gestion de ton parc, donc parc à conteneurs ou pas du tout. Ensuite, on a la productivité des équipements. Au niveau je vais prendre le plus, disons, commun. Euh, pour débarquer des navires, débarquer des conteneurs à bord d'un navire, on a des grues qu'on appelle des STS ou en tout cas des grandes grues là qui sont le long des quais pour débarquer des conteneurs au bord de navires. Et donc derrière, la capacité ou le nombre de conteneurs par heure qui sont débarqués, c'est aussi un indicateur qui est beaucoup suivi, qui relève de la productivité des équipements. Et enfin, je partirai sur deux autres qui sont assez importants. Le taux d'occupation du parc. Le taux d'occupation, c'est de se dire, OK, quelque chose enfin, assez simplement, mon terminal, je peux stocker 100 conteneurs et j'ai 80 conteneurs. Bah, le ratio entre ma capacité réelle et ma capacité à cet instant T-là, c'est ce qui va définir en des mots assez simples mon taux d'occupation. Et ça, c'est un indicateur qui est beaucoup suivi aussi par les terminaux. Et enfin, sur le volet facturation, le taux d'erreur de facturation. Taux d'erreur de facturation, d'annulation de facture, émission d'avoir, de ristourne, etc. C'est également des KPI que les financiers suivent énormément dans le cadre de l'activité sur les terminaux. Donc voilà. Ok. Est-ce qu'il existe des KPI génériques qui existent, qui ne sont pas forcément liés au portuaire, mais qu'on retrouve dans la plupart, de façon répétitive, dans la plupart des initiatives ou des Les projets? projets? Oui, je dirais par exemple, comme on l'avait évoqué tout au début, c'est lorsqu'on est par exemple sur un projet de changement en général ou d'optimisation, on mesure toujours des KPI spécifiques en lien avec l'activité. Je n'aime pas en fait généraliser les KPI. Pour moi,
un KPI peut être optimal et efficace et pertinent pour moi, pour mon activité et mon processus, il peut ne pas l'être dans un autre contexte. Donc, c'est important dans le cadre d'une activité de la comprendre, de pouvoir identifier les KPI qui peuvent être pertinents et dans le cadre d'un projet d'accompagnement avec un BPM, peut-être de les mesurer au départ, les identifier, les mesurer et à la fin du projet, dans la phase de suivi, les mesurer à nouveau et voir dans quelle mesure elles ont évolué en plus comme en moins. Voilà. Ok, ok. Bah, c'est top. Bon, là, j'ai des questions qui ne sont pas forcément en rapport avec les KPI. On va les prendre quand même. On a Kameni qui dit en supposant que les efforts d'onboarding échouent, quelles sont les autres voies? Là, on parle d'un autre process là. Je sais pas si Mariem, tu as des choses à dire sur le sujet. Je pense que Kamini, en parlant des efforts d'onboarding, j'imagine qu'il parle de la montée en compétence des ressources, si je ne me trompe pas. Euh, Voilà, oui, ok, d'accord. Donc pour moi, l'onboarding, il est à deux niveaux. Il doit être géré en interne dans l'équipe qui reçoit la ressource, ensuite au niveau naturellement de la société, mais derrière, très franchement, un onboarding qui rate, qui est mal cadré, c'est vrai que c'est compliqué. C'est jeter la personne dans l'eau. Elle doit se débrouiller. Mais encore une fois, un BPM, il est curieux, il aime chercher. Donc, peu importe le contexte, il est capable de se dépatouiller et de s'en sortir. Donc, si l'onboarding est raté, le plan B, c'est de s'appuyer sur les collègues, ne pas avoir peur de demander et aller constamment à la recherche des informations et aller au plus près des opérationnels dans la mesure du possible pour apprendre et pour comprendre l'activité. Donc, voilà. Ok, il y a Joël qui pose une question sur la résistance au changement. Je pense qu'on a déjà abordé. Voilà. Donc, le leadership, il y a Ivoirus. Le leadership est le premier principe qui vaille pour tout projet de Effectivement. transformation et d'organisation. C'est une C'est une contribution. contribution à la question Ouais, précédente. ouais, ouais. Ok. Merci, En merci, fait, Ivoirus. oui, je ne Oui, sais pas si vous me permettez de clarifier ma question. Bien En sûr, fait, vas-y. Joël. Vas-y. d'accord, merci beaucoup à la formatrice pour ces informations très précieuses. Merci aussi à l'animateur pour en fait, la bonne animation. Ma question, c'était plus dans un contexte où il n'y a pas vraiment de leadership. Euh, euh, est-ce que ça peut marcher? Voilà, c'était ça la finalité de la question. Parce que Mmh. moi, en fait, pour vous parler de mon cas, moi, je suis un processus au sein de notre structure, mais dès la mise en place du processus, il n'y a pas eu de leadership parce que ce n'est pas un sujet qui était des plus prioritaires. Et les choses avancent, mais peut-être pas comme on le souhaitait. Donc, du coup, ma question, c'est est-ce que, en l'absence d'un leadership, le déploiement d'un BPM dans une organisation est possible? Ok. Merci, Joël. Pour moi, comme tout projet, pour que ça marche, il faut que tu puisses faire ce qu'on appelle une stakeholders matrix. C'est-à-dire, il faut que tu puisses avoir, comment je dirais en français, matrice des parties prenantes, je pense. Donc, en fait, il faut que tu puisses dans ton projet, on a le RACI qu'on connaît, mais derrière, cette matrice va te permettre d'identifier dans ton organisation tous tes acteurs clés. Et lorsque tu identifies tes acteurs clés, tu dois pouvoir à cela ajouter le niveau d'impact de cet acteur clé. Je donne un exemple, tu es sur un projet, tu as disons je sais pas, le directeur financier, tu as le DG, tu as le DRH qui sont dans ton projet. Mais tu verras que lorsque tu vas creuser, que tu vas comprendre le processus, ces trois personnes-là n'ont pas les mêmes intérêts pour la réussite de ton projet. Donc, suivant le niveau de criticité et d'impact de ton interlocuteur ou de ton acteur dans ton projet, il faudrait que tu revoies l'approche.
On ne peut pas démarrer un projet sans faire une charte projet. Tout projet BPM est régi par une méthodologie projet la plus basique possible. Et donc, il faut que tu fasses ta charte. Tu ne te lances pas comme ça. Tu fais ta charte projet, tu identifies tes différentes parties prenantes, tu regardes ceux qui ont le plus d'impact, etc. Et derrière, lorsque tu es au clair avec ça, tu vas savoir toquer aux bonnes portes pour la bonne avancée de ton projet. Ne te dis pas que, ah oui, c'est un projet, j'ai mis le DG dans la boucle du mail, ça va pousser, ça va marcher, ils vont travailler. Non, pas toujours. Au contraire, ça ne va pas faire avancer les choses parce que certaines ressources seront crispées en se disant le DG est dans la boucle, le DG n'a rien dit, donc je n'avance pas. Donc n'hésitez vraiment pas à travailler avec tout le monde, mais surtout de maîtriser, de connaître votre écosystème et savoir dans l'organisation qui a l'impact à quel moment. Et ça va beaucoup vous aider à faire pousser vos sujets. Voilà. J'espère que ça répond un peu à la question, Joël. Ya, j'espère que c'est clair pour toi. Euh, on va passer à la suite. Excusez- Excusez-moi, en fait, excusez-moi si vous me permettez. Oui, non, c'est presque Oui. clair. En fait, ce que je disais, c'est toute cette démarche projet-là. C'est d'ailleurs cette démarche-là qu'on veut en fait proposer tout ce que, voilà, Euh, parce que ça n'a pas été fait dans la mise en place du processus. Donc, malheureusement, c'est pas un sujet aussi qui est le plus prioritaire. C'était de savoir est-ce que ça Ah. peut marcher dans ce contexte-là. Donc le projet n'était pas prioritaire, c'est ça? Ouais, le projet non, en fait, on a pris le projet en cours de route, mais quand ça a été D'accord. mis en place, il n'y a pas eu de sponsoring, il n'y a pas eu Ah, de chat il n'y a pas eu de projet, il n'y a cadrage. pas eu de Ok. partie, ouais, il n'y a pas eu de cadrage, voilà, il n'y a pas eu de cadrage. Donc, la proposition qu'on essaie de pousser, c'est vraiment de répartir en mode Mhm, avant-projet pour cadrer les choses, pour définir des parties prenantes, faire une charte projet, en tout cas, mhm, toute la méthodologie de gestion de projet. Parce que mhm. c'est ça qui est notre cœur de métier. Sauf Clairement. que par rapport à ce sujet-là, c'est pas vraiment une priorité. En fait, on n'a pas, en fait, si vous voulez, on n'a pas ce leadership, mais ce sponsoring-là. Ouais. La question, c'est de savoir, est-ce que sans C'est ce difficile. sponsoring, mais ce leadership ou ce cadrage-là, un tel projet peut réussir? Ça va être très difficile. Ça va être très Ouais, c'est ça difficile. la question. Très difficile. Là, tu as deux options. L'option, je pense, qui peut se présenter, c'est peut-être de faire une remise à zéro. De faire une remise à zéro et de redéfinir les contours du projet, bien identifier le besoin, le concrétiser et derrière repartir sur une méthodologie projet avec les bonnes personnes dès le départ. Sinon, dans ce contexte que vous me décrivez, ça risque d'être très difficile. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais ça va être difficile, Merci clairement. à vous. Contribution. Oui. En matière je pense qu'il faut le leadership dont on parle. Leadership, faut pas attendre par leadership, bon, la direction qui toujours fait appel au projet ou pas. Le leadership, ça se force en griffe. Le leadership aussi, il faudrait, il s'acquiert à travers quoi? À travers aussi le travail. Il ne faut pas attendre que la direction générale peut-être vous montre que ce projet est forcément prioritaire. Le porteur du projet doit faire preuve de dynamisme, mobiliser les parties prenantes, comme on l'a dit, et puis au finish, les uns et les autres se sentent obligés de prendre part au projet. Il ne faut pas attendre que le directeur général ou un directeur toujours appelle. Pour nous qui sommes consultants, on a dirigé des projets où souvent même les projets sont stigmatisés. On voit même, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle les positions sociodynamiques dans un projet, parce que tout le monde ne peut pas être au même niveau. Il y a d'autres qui vont porter le projet, il y a d'autres qui vont stigmatiser le projet. Et toi, en tant que porteur du projet, c'est à toi de pouvoir travailler correctement, de ne pas forcément regarder ces sentiments qui pourraient aller contre le projet, d'être focus sur un objectif et puis d'y aller. Au finish, les uns et les autres se sentent obligés de s'y mettre pour donner une certaine priorité. Parce que ce qui n'est pas prioritaire, mais l'attitude du gestionnaire de projet peut faire changer en fait la position de ce projet-là et puis embarquer tout le monde. Pour nous qui sommes consultants, c'est comme ça. Quand on est consultant, tu arrives sur des projets de transformation, il y a beaucoup de personnes qui sont contre, mais tu ne regardes pas tout ça. Tu restes focus et au finish, c'est comme ça, nous Ouais. aussi, on arrive à réussir nos projets et sans regarder les petits bruits de couloir, parce que c'est ce qui freine Ouais. souvent. Voilà. Donc, ça, c'était une contribution en tant que consultant sur divers projets de transformation. Merci beaucoup, Merci. Bayer.
Merci beaucoup. Ok, je pense que c'est clair, hein, voilà, donc merci pour la contribution, Bayer. Il y a une question de Feu Mathieu. Quelle est la bonne pratique qui, d'expérience, permet l'optimisation de la collaboration du BPM et du Project Manager? Un RACI clair dès le début du projet. Il n'y a pas de Ouais. secret. Pour éviter de marcher sur les plates-bandes des autres, il est important de définir un RACI très clair dès le départ et que chacun puisse mener sa partition à bien et garder en esprit, encore une fois, la communication et la collaboration, sinon ça ne peut pas marcher. Voilà. Ouais, ouais. D'expérience, on en a fait les frais de projets sans RACI. Ah non, c'est Ok, catastrophique. merci pour la réponse claire et précise. On n'a plus trop de temps, donc on va y aller. Comment faire le lien entre l'amélioration d'un processus et le gain concret en termes de temps, en termes de coût, en termes de qualité de service? Et est-ce que c'est une démarche que tu dois formaliser pour généralement convaincre ton top management de l'efficacité de ton travail, on va dire, du business process management. Ok. Ben, je dirais qu'il faut toujours partir sur une matrice d'impact, comme on disait un peu tout à l'heure, avoir un avant-après, sur tout ce qui est temps, coût, bien sûr, et qualité. Par exemple, peut-être qu'on met on met en place un outil ou un nouveau process parce qu'on a un fort taux d'erreur sur un processus donné. On met en place l'outil. Derrière, on va mesurer les taux d'erreur, donc sur la qualité du coup des informations. Et bien sûr, on chiffre les gains. Ça peut être des heures de travail économisées. Ça peut être donc des réductions de pénalités par rapport à des erreurs de facturation. Et bien sûr, la satisfaction client. Et oui, pour moi, c'est important de formaliser, ces résultats-là et derrière, ça permet aussi d'encourager et de mettre en exergue, le travail qui est fait auprès du top management et des autres, partenaires, en fait. C'est important de les valoriser et de les formaliser, voilà. C'est important. Ok, ok, ok. Top, top. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Prochaine question, c'est est-il envisageable d'automatiser toute la chaîne portuaire? Ouh. Non, et je pense que ce n'est pas souhaitable, surtout pas. En Pardon? fait, je dis non et ce n'est pas souhaitable parce que, Ok. il faut plutôt trouver l'équilibre entre l'automatisation et les actions humaines. Il faut trouver l'équilibre. Après, c'est comme aujourd'hui sur les terminaux, on a différents niveaux d'automatisation d'un terminal à conteneur. Par exemple, on a un terminal qui va être 100% manuel dès lors que toutes les opérations, les saisies plutôt au niveau des systèmes sont réalisées par exemple manuellement. On va avoir des terminaux qu'on va dire semi-automatisés. Pourquoi? Par exemple, parce qu'au niveau des guérites, on va avoir des caméras, donc un système d'OCR. Et un système d'OCR implique qu'au niveau des guérites, on ne fait pas de saisie, on ne saisit pas ou on n'écrit pas sur un papier le numéro du conteneur. Automatiquement, on a des caméras Hmm. qui vont prendre les numéros de conteneurs et ils vont les envoyer au système d'exploitation. Donc vraiment, on va avoir des niveaux d'automatisation, mais c'est toujours bien d'avoir de l'humain pour déjà contrôler et s'assurer que les systèmes sont configurés et fonctionnent tout seuls, fonctionnent comme il faut, etc. Donc, pour moi, l'automatisation est plutôt au service de la performance. Et donc, il faut trouver Hmm. l'équilibre, mais on n'automatise pas pour automatiser. Ok. Voilà. Ah, c'est super clair pour moi. Et moi, je rebondis sur la question en parlant d'automatisation. Quelle est la place en automatisation, de validation par l'humain et tout? Mhm. euh, Quelle place vois-tu pour l'IA et ou la PA dans la démarche PMN en général et puis plus précisément dans le domaine du portuaire? Ben, déjà, l'IA, je pense, pourrait permettre de prévoir les congestions. Je m'explique. Si tu as un outil qui est capable à un instant T de voir
quel est le volume peut-être de conteneurs que tu as sur ton terminal, et ensuite qu'il y a de la visibilité sur les volumes à venir, il doit être capable peut-être de simuler l'état de ton parc à un instant donné, en prenant en compte les flux qui vont arriver, ce qui va sortir et l'état actuel de ton terminal. Et donc, il pourrait peut-être prévoir les congestions. L'IA également pourrait aider. Et là, récemment, j'ai vu un outil qui était vraiment pas mal. Ils mettent de l'IA avec les caméras, de telle sorte que l'outil va être capable d'identifier des comportements inadaptés dans un terminal. Par exemple, il pourra te décrire, OK, il y a eu tel incident, et il va te décrire avec l'IA ce qui s'est passé à chaque moment, etc. Ou il va pouvoir te anticiper des comportements anormaux. Et la RPA va être assez utile pour automatiser certaines tâches. Par exemple, on reçoit certains documents, on les pose, on les saisit, on ne fait que ça, c'est des tâches assez répétitives, alors qu'avec de la RPA, peut-être qu'on va avoir de l'océanisation au niveau du document et derrière, soit à partir de l'océanisation, être capable d'alimenter un système ou tout simplement de faciliter la tâche d'un utilisateur pour éviter de faire du copier-coller, etc. Donc, c'est des technologies, selon moi, qu'on peut intégrer intelligemment dans nos processus pour les rendre plus efficaces. Voilà. OK. Ok. Très clair. N'hésitez pas à faire vos propositions, voilà, IA, RPA, selon vos expériences dans le chat. Euh, Avant-dernière question. Et donc, c'est sur quel type de risque, cybersécurité, conformité, sûreté, le BPMN peut aider à mieux maîtriser dans le contexte portuaire? Dans le contexte portuaire, je parlerai déjà de la conformité. Des fois, on met en place des processus pour répondre à des législations ou des exigences locales. Comme par Hmm. exemple, on va te dire actuellement sur la Côte d'Ivoire, il y a un projet avec les impôts, la FNE pour dématérialiser, si je ne me trompe pas, la facturation, les impôts. Et dans ce cadre-là, un BPM va intervenir pour bien analyser le besoin, le cadrer et pouvoir orienter face aux spécifications techniques qu'on a reçues, pouvoir faire le parallèle avec l'organisation et pouvoir accompagner. Donc, dans ce cadre-là, il va vraiment intervenir sur la partie conformité réglementaire en aidant dans le cadrage. Également sur la partie sécurité, lorsqu'on a accès à des systèmes, on donne accès à des systèmes à des utilisateurs, le BPM va aider dans l'organisation à identifier quels sont les rôles qu'on attribue ou les accès qu'on attribue à une ressource de l'organisation pour limiter les dommages, par exemple. OK. Voilà. Very, very, very clear for me. Et je pense que là, ce sera la dernière question. Et après ça, on prendra peut-être une ou deux questions des participants. Et voilà. Donc là, c'est Ça marche. pour boucler un peu la boucle. Mariem, à quoi pourrait ressembler le port de Mhm. demain si on le regarde à travers le prisme du BPM? Je dirais un port plus intelligent, dans le sens où les données puissent circuler en temps réel, être sur du temps réel. Ça peut être, voilà, l'idée c'est que pour moi, on doit être à une période où l'utilisateur ou le client depuis chez lui, il va sur une plateforme, il saisit le numéro de son conteneur, il doit savoir où est ce conteneur-là, où est sa marchandise, etc. Ça va être important. Et c'est un service pour moi qui ne doit même plus être du luxe, qui doit être disponible tout simplement et automatisé, tout en étant piloté par de l'humain, mais quand même avec un niveau d'automatisation correct, on va dire. Et collaboratif, dans le sens où on a différentes parties prenantes. Donc, il faut que chacun puisse intervenir, que ce soit via une plateforme, etc. Là, je prends un exemple, un guichet unique, la douane, faut qu'il y ait des plateformes collaboratives pour permettre à chacun d'intervenir dans le processus de manière globale pour les rendre beaucoup plus efficaces et qu'on puisse sortir de tous ces échanges de papier. Voilà. Hmm. OK. Un peu d'automatisation, un peu Mais pas trop. d'intelligence.
beaucoup Un de, peu beaucoup de dématérialisation. exactement. Ok, bah, c'est super. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. C'est normal, c'était très clair. N'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous avez une, deux dernières questions pour qu'on puisse boucler la session. J'ai une petite question. Pas une question, Oui, rapidement. mais je voudrais attirer l'attention de l'association. C'est IAI, attends, c'est IIBA. IIPA. IBR. IIBA. Deux fois IIBA, oui. Aider les Ivoiriens avec le BPM en ce qui concerne l'obtention de nos passeports et de nos permis de conduire. Faites un tour, faites un tour, faites un tour au sein des structures où on fait de la demande des permis de conduire, du passeport. Il y a des badges qui sont là. Je pense que tout ça, hein, c'est des choses qu'il faut analyser Et- pour aider à l'optimisation de ces processus, pour ne pas qu'un Ivoirien qui demande un passeport ou un permis aille passer toute la journée en ces endroits, alors qu'on doit travailler, ouais. parce que c'est le travail qui nous permet de nous maintenir. Ça, c'était une contribution. Merci. Merci beaucoup, Iwaris Bayer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la contribution. J'avais une dernière question pour Mariam. Est-ce que dans l'écosystème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a un acteur qui serait en avance sur le sujet ou un peu le leader sur l'automatisation? Sur l'automatisation, bon, je dirais déjà sur le portuaire, il y a pas mal d'améliorations qui se font aujourd'hui. Par exemple, avec le guichet unique ou les douanes qui font évoluer leur système pour faciliter les interactions avec les terminaux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, chacun essaie de jouer sa partition pour qu'au global, on ait un écosystème qui soit plus ou moins dans la dynamique d'automatisation. Donc, chacun essaie de faire comme il peut. Mais aujourd'hui, en tout cas, sur le portuaire, je vois de manière générale pas mal d'améliorations. Par exemple, sur la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a des plateformes de prise de rendez-vous pour les camions, etc., avant de venir au port. C'est un grand pas également. Les guérites sont automatisées. Donc, je pense que les acteurs portuaires aujourd'hui sont quand même pas mal avancés. Vu que c'est le périmètre, en tout cas, que je maîtrise le mieux, on est pas mal. Il y a encore Ouais. du boulot, mais on est pas mal, en tout cas. Ok, merci. Je vous en prie, Amandine. Ok, Alors moi, bon, bah, allez-y, pardon, j'avais allez-y. une dernière, oui, oui, j'avais une dernière question. Euh, Est-ce qu'il faut nécessairement euh, en fait, je sais pas le terme modéliser, mais en fait, tout modéliser au sein d'une entreprise? Je sais pas si ma question est claire. Il faut appliquer le BPM dans, en fait, tous les départements ou bien tous les domaines d'une entreprise. Bah, en fait, au-delà même du BPM, moi, je pense que c'est important de comprendre son activité, de comprendre, de faire un état des lieux et de savoir aussi là où on va. En fait, la modélisation en tant que BPM ne se fait pas forcément pour tout simplement comprendre une activité. Avant même de lancer une activité, il faut savoir où on va. Donc, on formalise, on sait qui va intervenir dans notre processus, etc. Donc cette approche-là, il faut la faire tout le temps. Il faut l'avoir tout le temps en tête, dans le day-to-day, dans tout projet. Avant d'agir, il faut savoir ce qu'on veut faire afin de bien les comprendre. Donc, si on n'a pas eu l'occasion de le faire au démarrage de l'activité pour une entreprise, dès qu'on a l'occasion de le faire, il faut le faire parce que sinon, à quel moment on se rend compte que dans le processus, il y a une tâche qui ne va pas, une tâche qui est redondante, qui n'a pas de valeur ajoutée et qu'il faut optimiser. Donc, il faut vraiment les cartographier, les formaliser. Sinon, même en cas d'audit, qu'est-ce qu'on fait en cas de dysfonctionnement? Comment on fait pour identifier la partie de la chaîne, enfin, la partie du processus qui ne fonctionne pas? Donc, c'est important. Il ne faut pas l'oublier. Ça peut paraître lourd, mais il faut le faire. C'est important. Ok. Bah, merci. Je pense que c'était la dernière question. Moi, je vais juste boucler en disant que la business process analyse, le business process management, c'est un aspect de la business analyse. Et je vous invite vivement à rejoindre
l'association IIBA pour affûter vos compétences sur ces aspects-là. Donc, voilà. Je vais laisser la parole à... Merci Myriam pour ta brillante participation. Et je vais laisser la parole à Ismaëla pour boucler la session. Ismaël. Merci beaucoup, Mariema. Merci encore à toutes et à tous pour votre présence. Attendez, j'active ma caméra rapidement. OK. Comme je disais, merci encore à toutes et à tous pour votre présence. Je vous souhaite une excellente... ce que vous avez mis la session était riche en échanges et en enseignements. Et merci pour votre participation à ce BA Talk qui a porté sur le Business Process Management dans l'univers portier. Un grand merci également à notre intervenante pour ses échanges clairs, concrets et son expertise précieuse. Nous espérons que cette session vous a permis de bien comprendre les enjeux de l'opportunité qu'offre le BPM pour optimiser et digitaliser les processus métiers au sein des entreprises, pas uniquement portuaires. Partage mon écran. Ne partez pas, il y a des annonces à faire, donc restez jusqu'à la fin. OK. Vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran, Ismaël. D'accord. OK, merci. Donc, information sur le chapitre. Et n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous avons des groupes d'études. N'hésitez pas à nous rejoindre pour préparer efficacement vos certifications en business analyst. Donc, nous avons déjà démarré les inscriptions depuis le 14 avril et elles sont toujours en cours. Donc, ne manquez pas cette opportunité de vous former en business analyst et être certifié. Nous mettrons le lien de l'inscription dans le chat également. Et aussi, n'hésitez pas à participer à la cartographie des business analysts. Donc, nous avons démarré cette activité, ça fait de cela quelques mois. Et l'idée, c'est cette initiative vient à mieux comprendre le profil, les attentes et les perspectives des professionnels exerçant dans ce domaine. Donc, également, nous partagerons le lien pour participer à la cartographie dans le chat. Alors, je vous donne déjà rendez-vous pour notre prochaine session qui aura lieu le 25 juin 2025 à 19 h. Et le thème sera Business Analyst et IA. Donc, notre guest sera Haïfa Daou, directeur général de Sholoki. Donc, vous recevrez très prochainement toutes les informations, mais en attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, LinkedIn et autres, pour ne rien manquer de nos prochains événements. Merci encore pour votre attention et pour votre présence. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup. Et excellente soirée à vous. Merci. Merci. Feu de Pentecôte. Merci, au revoir. Ouais. Ciao.